nous sommes de retour avec Kevin Vessière. Kevin, entre soi, parce que tu sors ce livre Mondial Football Club Géopolitique, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde. Tu es du coup, comme c'est indiqué derrière le compte FC C'est Géopolitique. ça. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent, qui ne te connaîtraient pas forcément? Ouais, tout à fait. Bah, moi, Kevin Vessière, du coup, j'ai fondé ce compte Twitter principalement Football Club Géopolitique, même si je fais aussi des live Twitch plutôt matinaux. Et donc, ce compte, finalement, c'est pour expliciter les enjeux internationaux par le prisme du sport. Enfin, Mm. d'abord du football, parce que c'est le sport le plus populaire et puis on en fait partout, finalement. Et après, je m'oriente beaucoup plus vers l'aspect multisport. Et donc, j'avais fait ça sous la base de Fred sur Twitter. Donc, moi, je vois ça un peu comme des bandes dessinées explicatives pour expliquer des situations compliquées. Pourquoi est-ce que le match Iran-États-Unis, il y a Mm. beaucoup de tensions? Pourquoi est-ce que aussi le dernier match Serbie-Suisse, il y avait des tensions avec cette question du Kosovo? Donc, ça, j'ai expliqué en Fred, effectivement. Et après, bah, ça m'a permis d'avoir un peu plus en notoriété. Et je me suis pris au jeu. Et ça m'a permis de faire deux ouvrages. Donc, ça, c'est le deuxième, aux éditions Max Milo, préfacé par Romain Moïna. Le premier était préfacé par Pascal Boniface, parce que c'est un peu Mm. le padré de la matière, quoi. Et là, c'est des histoires, voilà, un peu comme sur l'aspect des frais, c'est-à-dire des histoires assez courtes, vulgarisées, synthétiques. Pas d'illustrations encore, parce que bah, c'est les premiers, mais dans Mm. l'idée, après, pour la suite, ce serait qu'il y ait des illustrations. Et voilà, des histoires synthétiques pour expliciter des situations qui vont de la Corée du Nord à l'Uruguay, en passant évidemment par la Coupe du Monde au Qatar. Tiens, je rebondis, tu parles de Corée du Nord. Dans mes souvenirs, j'avais cru entendre que suite à une grosse défaite en Coupe du Monde, ils avaient été envoyés en camp de travail, c'est ça Bah, les... on n'est pas encore. Ça, on sait pas vraiment. Bon, ils ont quand même été sanctionnés parce qu'ils ont participé à la Coupe du Monde 2010. Et effectivement, bah, là, c'était. J'en parle dans mon livre. Il y a une Coupe du Monde en 66 où ils participent, où là, le régime nord-coréen a besoin de s'ouvrir et il n'y a pas encore cette grande dictature. Donc, et l'équipe va réussir. Donc, en plus, c'est ce qui va permettre à l'équipe voilà, d'être célébrée au retour du pays. Mais je pense qu'ils auraient perdu en 66, il n'y aurait pas eu les mêmes conséquences qu'en Hmm. 2010, où là, on est un régime beaucoup plus dur. Et finalement, bah, cette équipe qui a participé à la Coupe du Monde, elle va surtout voilà, connaître que les défaites. Il y a même un match contre le Portugal. Alors, le résultat, je crois que c'est un 7-0, mais je crois qu'à partir du 3 ou 4-0, la télé nord-coréenne a coupé la diffusion du match. Et Hmm. apparemment, à leur retour, bah, les joueurs voilà, ont eu des sanctions. Alors, est-ce qu'il y a eu travaux forcés ou pas? Le problème, c'est que c'est très compliqué de savoir. Mais en tout cas, effectivement, le régime nord-coréen n'était pas du tout content de cette prestation parce que c'est l'un des rares aspects où ils peuvent briller. On peut parler de manière positive grâce au sport. Et on le voit aussi avec l'exemple de l'Iran où l'équipe a subi beaucoup de pression parce qu'on pouvait finalement parler de l'Iran en bien durant cette Coupe du Monde, mais bah, comment dire, l'aspect politique intérieur est revenu au galop parce que bah, on était Coupe du Monde au Qatar, l'Iran était pas loin et beaucoup de supporters qui manifestaient aussi leur désapprobation avec le régime. Donc parfois c'est aussi une caisse de résonance pour des problèmes intérieurs en tout cas. Hmm. Et ça me fait penser au JO, il y avait une équipe alliée Corée du Nord, Corée du Sud, notamment au dernier JO d'hiver qui avait lieu en... Ouais, bah en fait c'est un peu toujours l'aspect on va faire la paix grâce au sport, mais après tu peux pas non plus résoudre toutes les situations diplomatiques, effectivement, grâce au sport. Là, c'était le cas des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang qui avait lieu en 2018. Et il y avait les deux délégations nord-coréennes qui avaient diffusé sur le même drapeau Hmm. Corée unie. C'est vrai que tu n'aurais pas pu voir ça dans d'autres aspects que le sport. Mais après, effectivement, il n'y a pas eu. Il y avait quelques reprises diplomatiques à l'époque, mais il n'y a pas eu de suite parce qu'après, bah, les relations se sont retendues et c'est des conflits extrêmement compliqué. Et puis l'exemple aussi de États-Unis-Iran, il y a eu un match États-Unis-Iran durant cette Coupe du Monde. Il y en avait eu un en 98, où là il y avait eu du travail diplomatique en amont. Il y avait Bill Clinton et le président iranien qui avaient fait des déclarations pour finalement apaiser les relations et que ce match où il y a effectivement des joueurs iraniens qui arrivent avec des fleurs pour les donner euh, aux joueurs américains, ils prennent la photo ensemble, ça aurait dû être une première base pour ensuite construire les relations futures. Hmm. Mais après, voilà, le fait est que bah, c'était pas les relations entre les deux pays ont fait que bah, ça finalement s'est dégradé. Après, il y a eu l'administration Bush, donc ça a été compliqué sur la durée. En tout cas, le sport, ça peut permettre d'être un accélérateur de reprise diplomatique ou un accélérateur de peut-être de conflits diplomatiques ou de les faire ressurgir, mais ça peut pas régler tous les conflits diplomatiques du monde, quoi. Et il n'y en a pas eu d'ailleurs cette année, je crois, de photos d'avant-match entre les deux équipes. Non, 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 il n'y a pas eu parce que bah, pour le coup, en 98, bah, c'était vraiment les fédérations qui avaient bossé ensemble. Aussi, et la FIFA aussi avait à cœur, un peu comme là pour le CIO, on en parlait avec effectivement la Corée et les deux Corées. Ils avaient à cœur voilà, d'être un peu cet organe de paix. Et puis en 2002, c'est aussi ce qu'ils ont fait. Tu as eu une Coupe du Monde Japon-Corée du Sud. L'idée, c'était de. Voilà, Hmm. tu avais deux pays qui voulaient l'organiser. Ces deux pays qui avaient des relations compliquées, notamment depuis que le Japon avait
envahi la Corée au début du XXe siècle. Il y avait encore un passif assez lourd. Et cette compétition, ça venait un petit peu apporter un peu de paix dans leurs relations. Mais voilà, après, ça reste toujours des rapports compliqués. Mais il y a toujours cette idée aussi de la FIFA d'essayer d'être vecteur de paix. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours ce volet où bah, tu es vecteur de paix. Donc, du coup, bah, tu as Hmm. une position politique. Mais la FIFA ne veut pas faire de politique. Mais c'est vrai que quand tu fais de la politique en faisant de la promotion de la paix, bah, c'est un peu plus facile à défendre que les différentes positions que la FIFA n'arrive pas à mener de front là parce qu'elle ne le veut pas non plus par rapport au respect des droits humains, par rapport aux conditions des travailleurs pour l'organisation de sa compétition ou par rapport au coût écologique de son événement. Et on avait j'ai lu dans un papier de l'équipe il y a quelques semaines que Sepp Blatter rêvait d'obtenir le prix Nobel de la paix en attribuant en 2018 la Coupe du Monde à la Russie Oui, et en 2022 aux États-Unis. Bon, c'est foiré, c'est le Qatar qui l'a ouais. eu, mais il y a justement, comme tu dis, cet aspect Ouais, politique sans en faire, quoi. bah surtout, bah, en fait, avant Blatter, tu as eu un autre. Bah, après, les principaux présidents de la FIFA, ça a été quand même des plutôt longs mandats, enfin, surtout depuis João Avalanche, qui était le président de la FIFA brésilien, qui était avant finalement Sepp Blatter, mais lui, il a fait 74 à 98, donc c'est quand même des Hmm. règnes, quoi. La Il y a Blatter, 24 c'était ans. 98-2015. Bon, après, il y a eu le scandale du FIFA Gate par rapport aux conditions d'attribution, notamment de la Coupe du Monde en Russie et au Qatar. Donc ça l'a éjecté, mais là, tu as Infantino qui arrive. Et Infantino, bah, 2015 et jusqu'à quand, on ne sait pas, il va être le seul candidat à sa réélection l'an prochain. Donc ça fait quand même des sacrées dynasties, mais il y a toujours cette envie, en tout cas, d'être voilà, un outil de promotion de paix, d'avoir aussi ce côté prix Nobel de la paix. Après, voilà, le problème, c'est que la FIFA, on a quand même cette image, il y a un reportage Netflix, là, un documentaire Netflix qui en parle très bien, que c'est une organisation qui est de plus en plus décriée, où il y a eu pas mal aussi de cas de corruption révélés et que bah, même si elle a un point politique important, il y a plus de pays membres que l'ONU parce que tu as 211 fédérations et que l'ONU n'en a que 193, Hmm. ça pèse finalement 6 milliards de dollars, donc ça a le poids finalement d'un État ou une institution forte, notamment au G20, Infantino s'était exprimé devant les différents dirigeants, il avait même appelé à ce qu'il y ait une trêve pour la guerre Russie-Ukraine, mais bon là-dessus, voilà, c'était une position, c'était plus un vœu, Hmm. mais on voit toujours qu'il y a ce côté vecteur de paix, mais il n'a pas véritablement poussé pour qu'en tout cas ça se mette en place, quoi. Donc c'était plus finalement, enfin, en tout cas la FIFA n'est pas mis enfin, quand il s'agit de prendre des positions politiques sur des dossiers faciles, on va dire, genre promotion de la paix, défense des droits humains ou finalement des protections de l'environnement, quand il n'y a pas un enjeu autour de sa poule aux œufs d'or qui est la Coupe du Monde, Ouais. bah là elle prend position parce que c'est plus facile, mais sinon c'est les voir prendre des positions politiques, mis à part pour le cas de la guerre menée en Russie vis-à-vis de l'Ukraine, parce qu'il y a eu finalement une réponse globale des organisations sportives mondiales et parce que bah, c'était la crainte d'avoir aussi une troisième guerre mondiale. C'est pour ça que la réaction a été plus forte et que la FIFA a pris des positions politiques, mais sinon en général elle ne prend pas trop de positions politiques, quoi. On a Sipa dans le chat qui fait: y a-t-il déjà eu une Coupe du Monde avec autant de problèmes graves? Bah, il y a déjà eu des Coupes du Monde avec effectivement tous ces problèmes qui ont été révélés, mais il était peut-être moins que maintenant, quoi. C'est vrai que pour la Coupe du Monde au Qatar, il y a quand même beaucoup de problématiques, si ce n'est déjà que la Coupe du Monde au Qatar, qui est un pays qui n'a pas une grande tradition footballistique. On construit, déjà le pays en tant que tel, il s'est construit, c'était un territoire désertique où quand il a été Hmm. indépendant en des années 70, il y avait que à peine 500 000 habitants, principalement un pays de pêcheurs de perles et de bédouins et que le pays s'est construit extrêmement rapidement grâce à sa rente gazière. Et donc, bah, ces images de stade qui pop finalement dans le désert, Ouais. c'est un peu à l'image aussi du Qatar où, au-delà finalement des coûts qui sont très importants parce que tu es à 200 milliards en coûts d'organisation. Mais en fait, ces coûts d'organisation, il faut peut-être les prendre d'un point de vue global, finalement, parce que le Qatar, il cherche à accueillir le plus de touristes possible avec leur plan Vision 2030. Et donc, ils ont finalement voilà, fait en sorte de faire beaucoup de chantiers autour de la Coupe du Monde, et pas seulement durant la Coupe du Monde. Alors que, après, tu n'as que des coûts exponentiels par rapport aux différents Coupes du Monde. Afrique du Sud, c'était 1,5 milliard. Non, c'était plutôt 4 milliards, pardon. Brésil, c'était 15 milliards. Russie, c'était 20 milliards. Parce qu'il y a toujours cet enjeu, finalement, voilà, d'organiser une grande compétition comme ça demande extrêmement beaucoup de moyens. Mais tu le fais aux dépens bah, des situations humaines. En Afrique du Sud, c'était le cas aussi. Au Hmm. Brésil, c'était le cas aussi. En Russie, c'était le cas aussi, mais de manière un peu moins, comment dire, visible peut-être, où ça a moins révélé en tout cas un système qui, finalement, le Qatar, mais aussi les autres pays du Golfe Persique, sont construits grâce à cette exploitation de main-d'œuvre étrangère, parce que finalement, bah, ils profitent aussi d'une certaine manière du système, c'est-à-dire que les travailleurs qui viennent du Népal, du Kenya ou du Bangladesh,
ils fuient une situation économique ou sociale encore plus compliquée que le Qatar. Ils viennent au Qatar pour avoir finalement plus de revenus et faire vivre leur famille ensuite derrière. Mais bah, le système fait qu'ils sont exploités parce que bah, en tout cas pour les Qataris, mais aussi pour les autres sociétés du Golfe, finalement, il y a des strates dans la société. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les Qataris, ensuite il y a les expats occidentaux, et après il y a les travailleurs migrants, et même aussi dans ces différents travailleurs migrants, bah, par exemple, plus les Philippins, ils vont plus faire des travaux domestiques Mm. que d'autres populations qui sont immigrées là-dessus. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, avec toutes ces problématiques, c'est celle qui, en tout cas, pour moi, illustre toutes les dérives de l'industrie sport-spectacle. Mais la problématique, c'est que bah, c'est pas la première qui pose des problèmes, Mm. quoi. Parce que même je parlais des cas de Afrique du Sud, Brésil, et même pour la Russie. Mais début d'année, on en parle beaucoup moins parce qu'après, tu as eu la guerre Russie-Ukraine, donc voilà, ça a mis tous les marqueurs dessus. Mais les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, Mm. tu avais les mêmes problématiques au niveau du coût écologique parce qu'il n'y avait pas de neige. Et puis la question aussi des droits humains, de la liberté d'expression et aussi de la répression des Ouïghours, quoi. Mais il y a au Grand Bornand aussi, là, je sais pas si tu as suivi, mais il y a une compétition, je crois, de biathlon, etc. Ils Mhm. ont ramené de la neige. Alors, c'est pas clair si c'est de la neige artificielle ou de la neige qui avait été stockée, mais par camion Ouais. pour justement faire le circuit Bah, du circuit de ski. la problématique pour les Jeux d'hiver, pour les grandes compétitions, c'est que même des sites historiques où on de de la neige d'habitude, ils ont quand même utilisé de la neige artificielle. Donc là, par exemple, pour les Jeux Olympiques d'hiver 2022, il n'y avait que deux candidatures. Il y avait Almaty au Kazakhstan et Pékin. Et les autres candidatures européennes, bah, c'était retiré, soit par pression populaire parce que ça coûtait trop cher, soit parce que bah, ils disaient bah, Hmm. que s'ils organisaient cette compétition pour l'écosystème de leur région, même si ils vivent des sports d'hiver, bah, ça aurait été compliqué après dans la durée, quoi. Parce que c'est vrai que ces images de sport d'hiver qu'on a aujourd'hui, c'est finalement, bah, on l'a vu surtout avec Sochi, mais on le voit encore avec Pékin. La prochaine, ce sera à Milan, je crois, mais Ouais. on va plus aller dans des logiques de co-organisation, ou alors dans des cas encore pires, comme l'Arabie Saoudite, qui prépare l'organisation des futurs Jeux Olympiques d'hiver, puisque là, ils ont eu les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. 2029. Mais finalement, voilà, c'est pour aussi un projet plus global. Ils veulent faire une ville du futur où finalement, voilà, tu peux vaincre la nature et dans le désert, tu peux faire finalement tout ce que tu veux. Alors qu'on oublie que bah, finalement, avant, c'était quand même un désert. Tu peux pas Hmm. faire tout ce que tu veux avec la nature, sinon elle va te rattraper au galop, quoi. Avec cette construction là Un en néum, miroir, ouais. Enfin, ouais, c'est ça la la ville ville. du futur, The Line, donc, où en gros, tu n'auras pas besoin de voiture, ce sera voilà, il y a ce côté développement durable, nouvelle technologie. Et c'est aussi ce qui se passe un petit peu avec la Coupe du Monde de Qatar, c'est que, enfin, en tout cas, la FIFA et les organisateurs veulent nous vendre une Coupe du Monde neutre en carbone, où il y a des nouvelles technologies, où l'accent est peut-être mis sur au niveau de la construction des matériaux, etc. Mais ça reste que bah, finalement, le coût est quand même important parce que tu as construit des stades qui Hmm. après, on se demande pourquoi ils vont être utilisés. Et puis le coût qui est calculé, il y a une vidéo du Monde qui en parle très bien, c'est que le coût qui est calculé au niveau du coût carbone, c'est de l'impact carbone, c'est par rapport aux 30 jours de compétition, alors qu'un stade, ça va durer Oui, 60 ans, ça va quoi. Donc. durer. Sinon, on a d'autres questions. On a Max Gogo qui dit on en parlait moins il y a 4 ans, mais les questions de droits humains auraient pu être bien plus mises en avant en Russie. La Crimée était déjà annexée. La situation des personnes LGBT, je n'en parle pas. Ouais, c'est vrai, mais après, je pense que le travail des journalistes avait été fait. C'est vrai que par contre, Hmm. la question du boycott était moins présente. Après, pourquoi? Ben, ça, j'ai pas forcément la réponse, mais je pense quand même que les enjeux des droits humains sont plus présents, enfin, dans notre débat public occidental, et aussi la question de l'urgence climatique avec tous les rapports du GIEC qui interviennent. Et puis, bah, effectivement, je pense que la question écologique, déjà, le fait de construire 7 stades dans un pays qui n'a pas de tradition footballistique, où il n'y a pas de stade avant, ça pèse quand même beaucoup. Alors qu'en Russie, même si la construction des stades ou de la rénovation, c'était quand même moins impactant. Par contre, cette question des droits humains, c'est vrai que c'était aussi le cas au Brésil, hein, c'est que finalement, avant la compétition, il y a eu un ménage de fait. Au Brésil, Hmm. c'était pour les favelas, là, c'était pour les manifestations anti-régime, pour finalement que la compétition soit apaisée. Et finalement, cette compétition, c'était une réussite sportive pour la Russie. Ça a permis aussi de faire grandir la Russie. Là, on le voit aussi avec l'exemple des. Je crois qu'il y a un article du Monde qui en parle aujourd'hui, des supporters qui sont allés donc pour assister à cette Coupe du Monde, qui avaient quelques a priori et qui reviennent et qui disent ah c'est trop bien, etc. C'est mieux que Hmm. Paris, etc. Au niveau des transports, etc. Sauf que bon, Oui, finalement, tu prends eux, ils disent bah l'avion c'est comme prendre le métro, mais bon après en termes en termes de comment dire de pratique qu'on veut pour les grandes compétitions sportives, sachant que déjà c'est pour les supporters qui y assistent, c'est de plus en plus des personnes qui c'est pas toutes les personnes qui peuvent y aller. Ça pose aussi des questions, mais après pour les questions des droits humains, des critiques par rapport à la Russie, je pense que ça a été fait aussi en amont.
mais c'était peut-être moins visible qu'au niveau du Qatar, effectivement, où il y a eu beaucoup, beaucoup plus de critiques, mais finalement, la compétition s'est organisée, et on voit que tous les débats qui ont été abordés en amont, là, ça commence un petit peu à retomber, quoi. Mm. On a pas mal de gens qui commentent. Le soft power qatarien pris en tenaille entre les Saoudiens, les Émirats et l'Iran. Et sinon, le choix du pays ne dépend-elle pas de la diplomatie et des ressources du pays choisi? Bah pour les ressources des pays choisis, le problème, c'est que, bah, on en parlait avec FIFA, CIO. Donc CIO, Comité International Olympique, pour les viewers qui ne connaissent pas le sigle. Finalement, c'est que bah, de plus en plus, enfin c'est encore plus le cas pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est que pour organiser une grande compétition sportive, bah, il faut beaucoup d'infrastructures, et quand on n'a pas, bah, tu vas les construire. Mm. Et que bah, souvent, ce qui se passe, c'est que bah, la FIFA ou le CIO, quand même, n'est pas très regardant sur comment ça va s'organiser. L'important, c'est qu'eux, il y ait des beaux stades, qu'après, il y ait du public, et qu'après, ils aient des belles images après pour finalement, euh, comment dire, ce qui fait aussi leur budget, c'est-à-dire les droits TV. Et ils sont de plus en plus exponentiels. Et puis là, on le voit avec les. Enfin, pas que les audiences en France, mais aujourd'hui, des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde, c'est vu par 3 milliards de téléspectateurs. Donc, c'est quand même énorme. Et après, effectivement, bah, ce biais de ressources économiques, bah, ça joue aussi, hein. C'est pour ça que Qatar, bah, effectivement, eux, c'est aussi une stratégie de diplomatie sportive, donc c'est pas forcément la FIFA ou le CEO qui sont allés le chercher, mais c'est finalement un procédé qui arrange les deux, parce que finalement, la FIFA et le CIO, ils ont besoin de pays qui investissent beaucoup pour organiser des compétitions, parce que parfois les pays occidentaux ne veulent plus le faire, parce qu'il y a de la pression populaire notamment, qui veulent plus organiser des Jeux Olympiques parce que ça coûte trop cher. Et après, tu as d'autres pays qui veulent utiliser le sport pour finalement grandir et s'affirmer comme puissance émergente, et aussi pour montrer qu'ils ont une capacité à organiser des grands événements. Et là-dessus, bah, tu as des États qui dépensent sans compter. Tu as eu bah, la Chine avec les Jeux Olympiques Mm. d'hiver, avec aussi d'autres problématiques pour montrer que leur population pouvait avoir des loisirs occidentaux avec les sports d'hiver. Et tu as aussi le cas bah, avec le Qatar et l'Arabie Saoudite aussi. Il va aussi parce qu'il y a cette logique finalement aussi de un peu copier le Qatar, parce que le Qatar a réussi à grandir grâce à cela. Et il y a toujours cette logique un peu de prestige, de conquête du prestige dans les différents pays du Golfe Persique. Ouais. Et justement, moi, l'une des premières questions que je voulais te poser à la base, c'est le sport peut-il ne pas être politique? Parce qu'on sait Macron qui a Ouais, dit le sport ne doit pas être politique. ouais. Et Je toi, crois, t'en penses quoi là-dessus? je crois qu'il avait dit, ouais, il faut pas politiser le sport. Mais après, bon, il l'a dit dans un contexte où si on lui parlait de la Coupe du Monde au Qatar, donc il pouvait difficilement Hmm. prendre parti. Par contre, après, enfin, voilà, les déclarations plus problématiques, c'était plus la ministre des Sports qui disait que les joueurs devaient utiliser leur espace de liberté pour prendre position. Ouais, c'est que quand tu n'es même pas soutenu par ton président, c'est Hmm. compliqué de prendre tout seul position. Je crois qu'il n'y a Derrière. que Griezmann qui a pris position relativement claire sur notamment le droit des LGBT. Ouais, et Il avait dit puis partout je soutiendrai les ouais, bah, LGBT. il a fait la une de Tétu, et puis il avait un contrat avec Huawei qu'il a cassé aussi parce que il y avait la répression des Ouïghours. Mais bon, après, voilà, on peut pas demander aux joueurs de prendre position maintenant alors que la compétition va avoir lieu. Il fallait prendre effectivement les déclarations avant. Par contre, après, pour le cas où le sport est politique ou non, hein, par contre, je pense que le sport est politique, bah, le sport moderne est politique en tout cas. On parlait des Jeux Olympiques, on parle aussi du football international. Mais pour les Jeux Olympiques, finalement, bah, c'est Pierre de Coubertin qui les a remis au goût du jour avec les premiers en 1896. Et lui, déjà, sa logique, c'était bah, un enjeu politique, c'était de remplacer en tout cas les guerres par effectivement des confrontations sportives qui font que finalement bah, tu t'affrontes sur le terrain. Il y a l'exemple avec France-Angleterre par exemple où bah, tout le monde est content finalement qu'il y ait un Hmm. France-Angleterre parce que il y a des rapports historiques belliqueux très forts, mais finalement voilà, il y a un match et après on passe à autre chose. C'était aussi un petit peu l'objet du baron de Pierre de Coubertin, même s'il y avait aussi un autre enjeu qui était aussi politique, hein. C'était finalement que on sortait de la guerre entre la Prusse et la France, et que la Hmm. France, on pensait qu'ils avaient perdu parce qu'il y avait ce côté athlétique qui manquait aux Français. Et donc il y avait une logique aussi finalement qu'on retrouve dans les différents plans de politico-sportifs, hein. C'est finalement des logiques, on va dire, des plans hygiéniques, donc c'est-à-dire de remettre sa population au sport pour finalement voilà, montrer que ta population est en bonne santé. Et le Qatar, il y a des exemples à Doha aussi où c'est présent, puisque les différents journalistes, quand ils font le tour, en tout cas des installations au niveau du Qatar, on voit qu'il y a des installations sportives qui sont mises en place pour les Qataris. Mais pour l'instant, il n'y a que quelques expats européens qui l'utilisent Hmm. parce qu'ils n'ont pas encore Cette culture. cette culture ou ce goût du sport que les autorités qatariennes veulent remettre au goût du jour, quoi. On a pas mal de pays. Alors, le gaz qatarien a-t-il un poids pour l'élire pays organisateur? Après, je pense que là-dessus, bah, effectivement, c'est pas ça qui a joué dans les négociations. C'est juste qu'ils ont eu un dossier de candidature et qu'après, effectivement, bah, ils ont dit bah, que voilà, ils allaient Hmm. dépenser sans compter, comme le prouvent les 200 milliards
qui sont finalement investis parce que c'est 10 fois plus que le mondial en Russie. Et les 10 millions pour Zizou. Oui, voilà, et après, effectivement, pour les 10 millions pour Zizou, mais ça, après, bon, c'est évidemment des pratiques bah, qu'on a du mal à accepter, mais bon, malheureusement, c'est des jeux de lobbying et d'influence. Là-dessus, c'est pour ça qu'on avait aussi perdu les Jeux Olympiques 2012, qui étaient à Londres plutôt qu'à Paris, parce qu'au niveau du lobbying, etc., bah, les Britanniques, ils avaient moins d'a priori, ils avaient moins peur, et ils ont fait des pratiques, effectivement, qui sont pas forcément recommandées quand après ça sort dans les médias. Mm. Mais en tout cas, ça a servi au Qatar pour en tout cas promouvoir sa candidature. Et puis, bah, le Qatar, c'était un jeune pays, donc ils ont cherché bah, tous les moyens, effectivement, pour en tout cas s'inscrire dans cette tradition sportive qu'ils n'avaient pas encore et surtout battre les États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on voit que la France a grandement aidé pour Mm. cette attribution, notamment parce que bah, tu avais Sarkozy qui avait pas mal de connexions et puis Michel Platini qui était président de l'UEFA. Après, le gaz, oui, effectivement, ça a aidé même pour la politique. Politico-sportive du Qatar, ça a aidé parce qu'avant d'organiser la Coupe du Monde, ils organisaient les Jeux asiatiques, un Grand Prix, un tour cycliste, un tournoi de tennis. Et ça, si t'as pas la ressource financière derrière, effectivement, Mm. c'est. Et puis, si c'est un régime autoritaire, c'est plus facile, voilà, d'avoir une vision et de l'imposer directement. Mais après, par contre, il y a d'autres pays qui ont des ressources pétrolières ou gazières importantes et qui n'ont pas forcément fait ce modèle-là et qui l'ont autant réussi que le Qatar. Par contre, effectivement, on peut décrier le Qatar sur comment est-ce qu'ils sont arrivés là aujourd'hui. Mais le fait est que leur stratégie politico-sportive est réussie parce qu'aujourd'hui, même si on en parle en mal ou en bien, on sait où est le Qatar. Alors que bah, quand le cher Hamad, donc, qui est le père de l'émir actuel, quand il a lancé cette politique-là en 95, lui, enfin, ce qu'il a un petit peu suivi, c'est que déjà, il voulait éviter que le Qatar se fasse manger par l'Arabie Saoudite. Mais aussi, lui, quand il était dans ses jeunes années, il allait à l'aéroport et on lui sortait son passeport et on lui demandait mais c'est où le Qatar? Et donc lui il voulait faire connaître le Qatar et aujourd'hui bah, le pari est réussi pour eux, même si effectivement bah, ils l'ont fait au détriment du coût écolique Mm. et des droits humains, mais c'est comme ça que s'est construit finalement le Qatar depuis sa grande explosion, depuis effectivement qu'ils ont développé le gaz naturel liquéfié au début des années 2000. Et justement, pour revenir sur l'attribution au Royaume-Uni des JO, je me souviens c'était qui le maire de Paris C'était Delanoë. Delanoë qui disait mais moi c'est marrant, j'ai jamais eu aucun membre du CEO qui est venu me voir dans ma chambre, Ah ouais. etc. Il avait dit ça à la télé après l'attribution. Et Mm. on oublie aussi que le lendemain de l'attribution des JO, il y a eu des attentats à Londres Mm. qui ont fait une cinquantaine de morts. On oublie aussi souvent ça, que c'était lié en partie D'accord. Ouais. qu'il y Non, avait mais eu les attentats de Londres juste après. Non, mais après, effectivement, les pratiques où il y a des jeux d'influence, de la corruption, etc., c'est pas nouveau pour la Coupe du Monde. Par le passé, ça a peut-être dû avoir lieu, mais on ne le sait pas forcément parce que bah, tu n'avais pas ce prisme-là, ce braqueur qui était mis en avant. Les cas où il y a des soupçons de corruption, en tout cas, tu as la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, Mm. puisque en 2000, tu avais un vote entre Allemagne et Afrique du Sud. À l'époque, c'était pas toutes les fédérations qui votaient. Maintenant, ça a été réformé depuis la Coupe du Monde, les affaires autour de la Coupe du Monde au Qatar et en Russie. Maintenant, c'est toutes les fédérations qui votent. Mais avant, c'était les 24 membres du comité exécutif de la FIFA. Et tu as eu plusieurs votes où tu avais 12-12 entre Allemagne et Afrique du Sud. Et le dernier vote, quand ils en ont refait un, tu en as un qui s'est abstenu. Et donc tu as eu un 12-11 Allemagne-Afrique du Sud. Et donc ça avait fait un peu scandale. Et après, tu as des enquêtes allemandes qui ont finalement révélé que bah, il y avait eu des investissements allemands dans des pays d'Asie. Et donc finalement, ça a été Mm. aussi un jeu. C'était pas forcément des cas de corruption, pot de vin, comme on peut effectivement y penser avec la mallette, mais c'était un peu quand même des jeux d'influence et Mm. ça a faussé le vote aussi, effectivement. Quoi. Mais ensuite, pour Afrique du Sud, pour la Russie, bon, pour le Brésil, il n'y avait pas d'autres candidatures. Mais il y a eu aussi ces coups-là. Et puis pour la Coupe du Monde 2026, qui a lieu aux États-Unis, Mexique Canada. et Canada, tu avais un vote face au Maroc. Et tu avais quand même Trump à l'époque qui a dit bah, si vous votez pas pour moi, vous aurez des sanctions économiques derrière. Donc à chaque fois, il y a des jeux d'influence qui jouent. Et c'est pas forcément propre bah, effectivement au Qatar, parce qu'on a effectivement cette image de pays qui peut tout acheter. Et bah, effectivement, cette Coupe du Monde le montre assez bien, puisqu'avec les stades, etc. Mais d'autres pays ont utilisé ces pratiques d'influence et voilà parce qu'il y a cet enjeu finalement de durant un mois et ben ton pays va briller grâce à la compétition Mm. et c'est vrai qu'en général l'image du pays s'en sort plus ressortie positive que négative. Par contre après pour l'héritage et pour ce qui leur ressort derrière, bah, on a l'exemple des JO d'Athènes où Mm. finalement toutes les installations ont été à l'abandon et ça a un peu provoqué la crise grecque par la suite quoi. Et en 98, il n'y a pas eu de corruption pour la France, pour l'attribution. Ou t'as rien entendu de... Bah, ça, je me suis pas assez intéressé pour savoir. Après, je pense qu'il y a eu aussi des jeux d'influence à chaque fois, mais là-dessus, moi, c'est plus effectivement quand j'ai fait le livre, je parle notamment bah, de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, celle de 2018. Je
parle pas de celle du Brésil parce que j'en parle aussi un peu finalement dans ce côté organisationnel en 2010-2018 et aussi celle du Qatar. Mais voilà, c'est vraiment à partir de 2006, de celle en Allemagne, où tu as le début un peu de ces enquêtes autour des conditions d'attribution. Avant, ça avait pas trop, c'était Mm. pas trop le cas, quoi. Et justement, pour parler du sport en Mm. France politique, quel est l'impact du politique sur le sportif en France, sur le poids? Je sais que Romain Molina, qui Ouais. préface ton livre, a fait plusieurs vidéos sur Mm. justement les politiques qui essayent d'influencer sur certains clubs de foot. Toi, qu'est-ce qui t'a été ramené à ces oreilles-là, à tes oreilles par rapport à ça? Après, moi, je pense que en France, enfin, pour l'instant, enfin, après, moi, je suis pas un expert des politiques publiques sportives, Mm. mais que bah là, finalement, maintenant, on est un ministère dédié au sport. Avant, c'était un petit peu rattaché à l'éducation nationale, mais qu'il n'y a pas véritablement, enfin, de ligne directrice pour les politiques publiques sportives. Enfin, le cas qu'il a un petit peu démontré, mais c'est pas le propre qu'à Macron, c'est aussi propre à avant, finalement. C'est qu'après les JO de Tokyo, il y a Macron qui avait reçu tous les sportifs et qui leur a dit finalement ah ben on a eu je sais plus on a eu moins de 40 médailles et il en Mm. fallait je crois que le c'était 40 et il leur a dit finalement ah bah pour les JO 2024 il va falloir quand même enfin se bouger enfin il va Mm. vraiment falloir plus donc finalement ça avait ce discours un petit peu genre leader chef d'équipe donc oui ça c'est un peu dans la personnalité de Macron mais derrière voilà pour enfin l'exemple des Britanniques est assez parlant parce qu'eux, ils ont mis en place, quand ils ont eu les Jeux de Londres, ils ont mis quand même en place, dès les années 2000, une politique sportive où Mm. finalement, bah, autour déjà des clubs amateurs et aussi de leur centre de performance. Et après, bah, maintenant, aujourd'hui, la Grande-Bretagne, c'est top 3 dans le Mm. classement des médailles. Moi, je suis pas sûr qu'on sera un top. Il y aura toujours un élan national qui sera Mm. plus important. Mais après, l'impact ouais, du politique sur le sport. Il y en a toujours, mais enfin, je trouve que ouais, la ligne directrice des politiques publiques sportives en France aurait pu être plus poussée pour les Jeux Olympiques 2024. Après, bah, ce qui va finalement le montrer ou non, ça va être les performances au niveau des médailles, parce que ça va être le résultat qui va compter. Mais si le travail n'est pas fait en amont, on va être très loin Mm. de la razzia qu'avaient pu faire en tout cas les Britanniques pour leur JO en 2012, quoi. Je sais plus, je crois que c'était un basketteur qui avait dit, qui avait répondu à Macron en lui disant Ouais, pour, t'es mignon, mais c'est pas en mettant du sport à l'école que ça va faire améliorer ouais, c'est ça. les résultats sportifs. C'est dans les clubs qu'il faut vraiment mettre de l'investissement. Ouais, c'est ça. Bah, même aussi, ben, moi, avant de faire vraiment que géopolitique, j'ai bossé à l'Assemblée nationale. J'étais collaborateur parlementaire et Ah. je me souviens qu'il y avait eu un débat sur, alors j'ai plus le terme exact, mais qu'il y avait enfin, il y avait des accompagnateurs pour les différents sportifs et que bah, le budget, il y avait une coupe budgétaire et que du coup, bah, ça a impacté aussi Mm. notamment pas mal tous les sportifs parce que même au-delà des basketteurs, des footballeurs qu'on connaît. Je me souviens aussi d'un gars qui avait fait les Jeux européens, qui faisait de la marche, quoi, et il disait, bah moi je m'entraîne après mon boulot et tout, et parfois tu peux avoir des contrats avec la Poste d'EF ou même l'armée de terre qui peut mettre en place des contrats pour Mm. aménager les temps d'entraînement, mais pour des sports qui sont moins visibles que le basket ou le football, bah, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, tu n'as que les Jeux Olympiques pour briller, tu t'y prépares, mais Mm. souvent, tu n'as pas forcément l'accompagnement qui pourrait être fait alors que bah, t'es une bonne chance finalement de médaille Mm. pour les Jeux Olympiques. Comme pour les Paralympiques, moi je viens de Vendôme dans le Loir-et-Cher, Ouais, on a Marie-Amélie Le Fur, d'accord. je sais pas si tu vois. Le nom me parle, mais je sais C'est plus. une des plus grandes championnes paralympiques. Ok, Elle a plusieurs médailles d'or, ok, plusieurs records du monde, d'accord. etc. Là, c'est la présidente du comité paralympique là, Ah, actuellement. voilà, c'est pour ça que ça me C'est parle. ça. Ok. Et en fait, elle était venue dans mon lycée, puisqu'elle était de mon lycée, etc., nous faire une petite Hmm, une présentation. Et elle travaillait chez EDF à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-les-Eaux. ok. Et elle avait un job là-bas. Elle expliquait que elle, en même temps, c'était la Hmm, plus grande. Elle y travaillait, mais elle avait un planning aménagé, ok. etc. Mais il y en a plein qui sont en difficulté. On le voit Ah, même dans le foot féminin. hmm, Je crois que le salaire moyen, j'avais vu ça dans l'équipe, je crois que c'est 2500 le ouais. salaire moyen chez les femmes. Et tu vois, là, ce week-end et le week-end dernier, il y Et avait. encore, salaire moyen, enfin, ça dépend comment est fait le salaire moyen parce que si tu prends salaire moyen, tu fais Oui, PSG, Olympique, bah, Lyonnais, c'était en D1. En un D1, D1. c'est Ouais. 2500. Bah, Et en du coup, tu fait, vas avoir des situations, ça c'est va ça. être. Bah, je crois la plus grosse, je crois c'est Katoto qui a Ouais, 400 000 c'est sûr. mensuels. Et en fait, ce qui était là, tu vois, moi, j'habite à côté de Charletti. Mhm, Donc, je suis allé voir le PFC. C'était mhm, PFC Lyon et mhm. PSG. 3,50 la place. Ouais. 3,50 les deux, enfin pour les deux matchs, sinon c'est 5 balles la place. Mhm. C'est-à-dire que le hot dog est plus cher que la place.
Ah, ça, après, en termes d'économie du Ça, sport, c'est compliqué parce que je crois que. Et euh, Charletti était pas plein. je sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas sur quelle chaîne elle est diffusée. Bah, après, Charletti pour l'Empire, c'est compliqué. Mm. Non, mais quand je dis Mais. même pour le remplir, c'est à dire Ah les oui, tribunes ah, les ouvertes, tribunes. elles étaient pas pleines. Ouais, mais après, Et ouais, c'était Canal, au je niveau crois, des c'est Canal. places, au niveau des salaires, c'est toujours pareil. Enfin, ce qui a fait exploser le fait que les salaires du sport, etc., et toute l'économie, Mm. c'est les droits TV, quoi. Donc, Ouais. c'est toujours. Après, ça a pas mal pris avec la Coupe du Monde 2019 en France. Mm. Mais après, voilà, c'est pas que durant l'événement. Après, il y a toujours cette logique d'héritage. Et même là, tu vois, pour les Paralympiques, effectivement, bah, ils seront diffusés après les Jeux Olympiques. Mais faut pas enfin voilà, faut que ça soit une vitrine, mais faut capitaliser là-dessus. Il faut pas que ça soit fait sans rien Mm. derrière. Mais après, ouais, effectivement, pour le football féminin, bah, ça commence à se construire, mais il y a Non, encore il y a un beaucoup à temps de faire, quoi. retard, ouais. Il y a un Mais temps il de y a encore retard. beaucoup à faire quand tu le compares avec d'autres situations, notamment en Angleterre, où je pense que effectivement, tu as déjà des transferts importants et au niveau des salaires, et puis aussi tu as des prises de position au niveau des différentes équipes masculines, ou même des fédérations. Enfin, c'est eux qui sont fer de lance où ils disent ah bah c'est les mêmes primes pour les sélections Mm. masculines et féminines. C'était comment elle s'appelait aux États-Unis, cheveux C'était roses. Megan Rapinoe. Mais je crois que Rapinoe, c'est pas cheveux roses, je crois que c'est une autre. Mais Après, je ah crois si, qu'il y a Rapinoe et. t'as Morgan, mais Rapinoe, Morgan et Rapinoe, voilà, c'est ça. ouais, et Rapinoe, je crois que c'est celle qui a les cheveux roses. Mais en tout cas, enfin, déjà, voilà, alors, cette politique un peu volontariste, même si effectivement, après, bah, tu as une économie du sport et qui fait qu'effectivement, t'as certaines compétitions masculines qui sont mieux vendues que certaines compétitions féminines parce qu'il y a pas mal de critères qui peuvent l'imposer. Si tu as déjà des institutions publiques qui prennent les devants et qui disent bah, là-dessus, voilà, on est modèle sur cette situation-là, ça peut pousser à changer les comportements et à faire évoluer la pratique du football féminin ou des pratiques aussi paralympiques, quoi. Et pour revenir sur ton livre, quelle est l'info que tu as découvert pour l'écrire qui t'a le plus estomaqué? Ah, il y en a pas mal. Moi, je sais qu'à titre perso, je t'avais écouté dans l'after Ouais, ok. quand tu y avais et que tu avais raconté cette histoire entre le Chili et la. Et l'URSS? Non, c'était pas, c'était La co- Argentine, Pérou. Ah C'était oui, Argentine, ouais, Pérou. pour la Coupe du Monde, ouais. Elle m'avait estomaqué où il y avait Ah des mais ouais, meurtres. Enfin, effectivement, non mais là-dessus, bah, c'est vrai que cette histoire, je l'avais découverte parce que la Coupe du Monde en Argentine, j'ai fait le chapitre dessus que j'appelais la dictature à la fête, parce que finalement, c'était la première fois où tu avais des mouvements de boycott, en tout cas, qui étaient véritablement organisés, notamment en France. Après, ça n'a pas pris parce qu'à l'époque, c'était vraiment sport et hum, politique, c'était décorrélé, même si il y a eu après, a posteriori, quelques positions de joueurs français, notamment Dominique Rocheteau. Mais là-dessus, effectivement, Coupe du Monde en Argentine, donc là, elle est attribuée en 66. Et même à l'époque où ils font le logo, l'Argentine était redevenue une démocratie avec Perón à sa tête. Ils font le logo même le logo, c'est un signe un peu de main comme ça qui est finalement corrélé. C'est le signe qui distingue Perón, qui est à l'époque président de hum, l'Argentine. Et après, il y a la dictature argentine qui arrive dans les années en 75, je crois, ou 76. Et finalement, ils vont la récupérer, ils vont vouloir en faire un outil pour se légitimer et promouvoir leur modèle à l'international. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'enquêtes à l'époque qui révèlent que c'est une dictature extrêmement répressive et que les opposants, ils les tuent, ils les enlèvent, un petit peu comme ce qui s'est passé effectivement avec cette grande opération Condor menée par les États-Unis en Amérique du Sud pour renverser des régimes socialistes et mettre des dictatures d'extrême droite, avec comme Pinochet au Chili, j'en parle aussi de la dictature de Pinochet. Et là, effectivement, pour cette Coupe du Monde-là, ils vont vouloir en faire cette promotion là et aussi l'instrumentaliser pour que l'Argentine puisse gagner, puisqu'à l'époque, les clubs argentins sont très populaires, mais l'équipe d'Argentine, c'est un peu finalement cette équipe qui déçoit en grande compétition. hum. Et là, à l'époque, eh ben, non, t'as pas 32 équipes, t'en as 16, je crois. T'as une phase de groupe, donc là, comme on a vu pour cette Coupe du Monde du 22. Et après, les deux premiers se qualifient pour une autre phase de groupe, où là, t'as deux groupes de 4. Et c'est le premier de chaque groupe qui se retrouve en finale. Et finalement, le groupe où est l'Argentine, je crois que tu as le Brésil, le Pologne et le Pérou. Le Brésil, dans son dernier match, gagne la Pologne, donc ils sont premiers. Et l'Argentine, pour passer devant, ils doivent gagner par plus de 4 buts d'écart le Pérou. Sauf que le Pérou a perdu par 4 buts d'écart dans tous les matchs. Ils sont quand même au deuxième tour, donc c'est quand même une équipe Mhm. solide. Et il s'avère que l'Argentine va gagner 6-0. Et effectivement, les conditions du match effectivement sont un petit peu douteuses. Mais après, quand on s'y intéresse, moi quand j'ai fait les recherches, on s'est on a des témoignages effectivement qui montrent que tu avais en fait un trafic d'opposants politiques où en gros tu as le régime péruvien qui était aussi une dictature à l'époque qui a donné des opposants politiques à l'Argentine, enfin des opposants politiques au régime péruvien
pour que ce soit l'Argentine qui zégouille finalement ses Mm. opposants, que ce soit pas mis, c'est pas eux qui les mainstallent finalement le régime péruvien, et que bah, ça a été le match en tout cas qui a été derrière un petit peu cette marchandise pour pouvoir permettre à l'Argentine de faire sa Coupe du Monde et de la gagner finalement pour aller en finale. Et après pour la finale, par contre, j'avais pas vu effectivement de cas de corruption, mais après dans mon livre, bon, ça parle pas que de corruption et de problèmes arbitraux, mais tu vois, pour la Coupe du Monde 1934 de Mussolini Mm. en Italie, où là c'est tourné autour du régime fasciste et de la personne de Mussolini, bah là il y a des cas où effectivement il va voir l'arbitre à la pause pour lui dire comment arbitrer. Et tu as cette déclaration aussi qui m'avait beaucoup marqué du sélectionneur autrichien en demi-finale. On lui pose la question quel est le joueur que vous redoutez le plus sur l'Italie. Il fait c'est pas les joueurs que je redoute, c'est surtout l'arbitre. Et l'arbitre, là l'Italie gagne 2-1. Et cet arbitre, c'est le même arbitre après qui va arbitrer la finale. Ah oui. Donc effectivement, voilà, ça pose des questions. Mais après, pour les autres chapitres qui m'ont intéressé ou les actus que je connaissais pas, il y a des chapitres plus positifs, on va dire, parce que j'ai essayé de Mm. panacher un peu positif et un peu à faire. Et la Coupe du Monde en Uruguay, où j'explique un petit peu toute l'entreprise diplomatique de l'Uruguay, qui est un petit pays à l'époque de 1,5 million d'habitants, et qui va bah, convaincre les différentes fédérations européennes, même sud-américaines, pour organiser la première Coupe du Monde 1930, où ils vont beaucoup investir aussi au niveau de l'État pour construire les stades, etc., pour prendre en charge les différents frais d'organisation. Et c'est l'Uruguay qui va organiser cette première Coupe du Monde 1930 en Uruguay, alors que bah, c'est un petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine. Et puis, bah, quand j'en parlais tout à l'heure, cette équipe de Corée du Nord, qui est la seule représentante de la zone Afrique, Océanie, Asie. C'est notamment, il y a une seule place, donc l'Afrique va finalement boycotter, les sections africaines vont boycotter les éliminatoires. Et la Corée du Nord va être le seul représentant de toute cette zone. Et donc il va avoir un rôle un petit peu là de porter l'étendard de déjà un petit peu ces pays émergents. Et ils vont le faire de bonne manière parce qu'ils vont battre l'Italie et aller jusqu'en quart de finale. Et il y a surtout beaucoup finalement de liens entre la population anglaise de la ville de Middlesbrough et cette ville et ce pays de Corée du Nord. Et ça, enfin, je trouve ça beau quand tu as un public qui avait aucune attache finalement avec une équipe de Corée du Nord. Et finalement, il y a ce lien qui se fait grâce au sport et ça permet peut-être aussi de mieux Mm. comprendre le pays. Et en tout cas, voilà, je donne peut-être une autre, enfin, j'explique en tout cas le passif de la Corée du Nord. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué d'en parler Oui. de manière positive, mais ce chapitre, ça permet un petit peu d'avoir une nouvelle grille de lecture pour cette période-là, en tout cas de la Corée du Nord, de voir comment ils se sont construits avant, en tout cas, cette dictature sanglante. Et là, je regardais, en fait, je pensais que tu avais fait un chapitre par Coupe du Monde, vu qu'il y a eu Ouais, 22 Coupes du Monde. Et je vois que non, par exemple, il n'y a pas 94, il n'y a pas 2006. non. Pourquoi pas avoir fait pour chaque Coupe du Monde un Bah chapitre? parce que chaque Coupe du Monde, enfin, le faire un peu dans cette construction-là, ça aurait voulu dire que je trouve un fait politique ou géopolitique par Coupe du Monde. Hmm. Alors il y en a, mais il y en a qui sont moins intéressants que d'autres, donc je me suis plus intéressé Ouais. sur enfin j'ai repris toutes les Coupes du Monde et les histoires qui me parlaient, enfin qui je trouvais impactantes ou qui étaient intéressantes. J'ai essayé de les travailler là-dessus. Et après, je me gardais effectivement plus des chapitres vers la fin sur le côté des nouveaux enjeux qu'on a autour des Coupes du Monde, qui sont plus autour des enjeux des conditions d'organisation, alors qu'avant, on pouvait avoir des véritables. C'était plus axé parfois sur des duels politiques, notamment du fait de la guerre froide. Et je fais un Hmm. dernier chapitre aussi qui me tenait à cœur sur la Coupe du Monde des pays qui Hmm. n'existent pas, parce qu'il y a plein de territoires qui cherchent à exister grâce au sport, mais qui sont pas forcément reconnus, soit parce que bah, c'est des régions qui veulent pousser leur régionalisme, soit parce que c'est des territoires comme le Tibet qui ont des Hmm. situations très compliquées, ou bah, avec avant en tout cas que tu la guerre de la Russie menée en Ukraine, tu avais aussi les républiques autoproclamées de Hmm. Luhansk et de Donetsk qui cherchaient à exister aussi grâce au sport. Rappelons que Donetsk, c'est un club très connu en Ukraine, Ouais, le Shakhtar Donetsk, ouais. Shakhtar Donetsk, Mais ouais. là d'ailleurs, bah, t'as aussi le cas euh, en Azerbaïdjan où tu as le club de Karabakh qui Hmm. avant jouait dans le Haut-Karabakh, mais qui maintenant, c'est un club finalement d'exilés azerbaïdjanais qui sont à Bakou. Et pour Donetsk, bah, c'est pareil, quoi. C'est un club qui est exilé, puisque maintenant il joue à Kiev, mais avant ils ont joué à Lviv, ils Lviv jouaient, qui est à l'est, qui à est à l'ouest l'Est, du pays. ouais, et ils ont joué à Cracovie aussi. Et tu as des cas aussi de clubs, tu as Famagoust aussi en Chypre, où là c'est la Chypre du Nord, Famagoust, et le club est finalement à Larnaca, donc tu as beaucoup en tout cas de quatre clubs aussi. C'est un peu l'esprit du FC Géopolitique, c'est genre tu prends un quatre clubs et qui t'explique en tout cas mieux la situation que si c'est une situation enfin, très géopolitique qui peut être un peu abrupte pour la Hmm. comprendre d'un prime abord.
Et d'ailleurs, bah, tu avais fait un trade sur justement, je crois, la Coupe du Monde des pays qui n'existaient Ouais, pas, il me tout à semble fait. avoir vu ça. Et surtout, un de tes grands classiques, Ouais, c'est Saint-Marin versus Liechtenstein. ouais. Est-ce que tu peux juste nous raconter, parce que c'est vrai que moi je suis souvent ton compte Twitter Ouais. là-dessus et ça revient souvent. C'est Mhm. vrai que la confrontation Liechtenstein-Saint-Marin, c'est un peu le marronnier qu'on attend tous les Ouais, bah, ans. en tout cas en Europe, ouais, parce que c'est les deux plus faibles fédérations européennes, notamment bah, Saint-Marin, c'est la dernière, et puis je crois que il y avait un tweet qui avait pas mal percé il y a quelques années parce que Saint-Marin avait marqué un but, et il y avait un fan anglais qui suivait cette compétition qui a monté ce but sur la musique de Titanic, parce que un but c'est déjà une victoire pour Saint-Marin, Ouais. et effectivement bah, c'est des micro-États qui font ouais, 30 000 habitants, qui sont vraiment très petits et qui utilisent, enfin voilà, qui se servent en tout cas du sport pour pouvoir exister, pour pouvoir parler de leur histoire et pouvoir aussi montrer leur drapeau. Et bah, d'ailleurs, il va sortir dans quelques semaines. Moi, je suis allé au Liechtenstein pour faire un Hmm. reportage sur le football là-bas et sur l'équipe nationale aussi. Et c'était très intéressant. Mais pour Saint-Marin, effectivement, qui a une histoire quand même assez riche parce que c'est un pays qui a dû effectivement se battre pour garder son indépendance, et donc il l'a gardé finalement grâce aux guerres Hmm. napoléoniennes, qui a pu faire après des accords, notamment avec l'Italie. Et c'est vrai qu'on le connaît, bah, ces pays-là en général, ces petits pays, on les connaît plus pour leur côté paradis fiscal, Hmm. pour Les dents en d'autres or domaines. pour Liechtenstein. Hmm. Les dents en or. J'ai Ah pris. oui, Ma grand-mère m'avait offert ah ouais, un vieux journal, pas un vieux journal, mais un vieux livre sur les pays. ok. Et sur la page Liechtenstein, il y avait marqué putain, c'est pas facile à Ouais, dire. c'est pas facile à Le dire, ouais. Liechtenstein est réputé pour sa production de dents en or. Mais oui, parce qu'en fait, moi, quand je suis allé là-bas, il y a un. C'était. Bon, du coup, on a visité la ville, on a visité le stade national. Il y avait aussi le club Vaduz parce qu'il s'était qualifié dans les groupes de Coupe d'Europe, et c'était la première fois. Qui est la capitale, rappelons-le, Ouais, Vaduz. effectivement, il y a quoi? Il y a 11 communes, et du coup, enfin, tu fais le tour assez vite. Mais nous, on était allé au musée national, et le directeur du musée, très gentil, nous a fait la visite. Il parlait français en plus, et il nous a expliqué effectivement bah, que dans les années 1930, c'était un pays finalement qui était très pauvre, et qui, après la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à son prince, là, qui n'est pas le monarque qu'on peut avoir l'habitude, il a vraiment voilà, vadrouillé dans toute l'Europe pour finalement apporter des entreprises et des industries, et que effectivement il y a ce côté paradis fiscal du Liechtenstein, même si je crois que c'est plus paradis fiscal vraiment, même si Hmm. il y a quand même ce côté-là. Mais il y a 40% du PIB, c'est de l'industrie, parce qu'ils font de la production autour des micros, etc., où il y a que eux qui le font. Et donc ils ont un peu comme pour Taïwan, finalement, ils ont une logique de spécialisation industrielle qui fait que ils ont une Hmm. économie qui tient la route, et qu'on ne connaît pas trop ces pays, etc., mais que grâce au sport on peut les connaître. Et effectivement là pour eux, bah, ils sont en plus membres de l'UEFA, donc ce qui te permet d'affronter des véritables pays, quoi. Puis là, Il joue à la Ligue des Nations d'ailleurs. ils jouent avec des nations, et puis là, Ligue D, mais. et par contre, t'as des éliminatoires aussi là pour l'Euro. T'as la France qui va affronter Gibraltar. Et ce Hmm. qui est intéressant, c'est que Gibraltar, normalement, c'est même pas un pays indépendant, c'est un Hmm. territoire d'outre-mer britannique avec un régime autonome, et qui est très contesté par l'Espagne, parce que pour eux, c'est censé être un territoire qui doit en tout cas leur revenir, où ils essaieraient de mettre en place une co-souveraineté avec le Royaume-Uni, mais les Gibraltariens veulent pas. Mais c'est le genre de pays qui a finalement sa place sur la carte du sport mondial, mais qui n'est pas un pays indépendant. Tu as aussi le cas, c'est arrivé durant le match Serbie-Suisse, parce que tu as pas mal de joueurs suisses d'origine kosovare, avec la question du Kosovo, parce que le Kosovo, c'est pas un pays qui est reconnu par tous les États Hmm. en tout cas, mais ils sont membres de l'UEFA et de la FIFA, parce que bah, ils ont fortement poussé pour avoir en tout cas cette représentation internationale au niveau du sport. Et est-ce que dans le futur, on pourrait par exemple avoir en qualification de la Coupe du Monde un Réunion qui participe Ouais, et qui puisse se qualifier à la Coupe du Monde? Enfin, alors se qualifier, c'est peu probable, mais arrive dans le haut du classement des qualifications. bah, le problème, c'est que maintenant, la FIFA, en tout cas, a restreint ses conditions Hmm. pour adhérer. Enfin, en tout cas, pour être membre de la FIFA, il faut d'abord que tu sois membre d'une confédération. Et après, une fois que tu es membre de cette confédération, tu peux être membre de la FIFA. Mais donc, ils avaient des conditions assez larges, donc, ce qui a permis notamment aux îles Féroé, qui est un territoire autonome danois, d'être présent. Tu avais aussi Tahiti, qui est membre de la FIFA, parce que bah, dans les années 90, ils avaient fait la demande. Par contre, pour la Guadeloupe, Martinique, Guyane, même pour la Réunion, donc la Réunion, ils sont membres affiliés de la CAF, de la Confédération africaine de football. Pour la Guyane et pour Martinique et Guadeloupe, ils sont aussi membres affiliés, et même bah, Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
ils sont membres affiliés de la CONCACAF, ou même membres de la CONCACAF, je crois, et ils participent aux compétitions de la CONCACAF, donc genre leur Euro, donc, qui est la Mhm. Gold Cup, ils y participent, donc tu peux voir des Haïti Guadeloupe, des États-Unis Guadeloupe, tu peux Mhm. voir ce genre de match. Mais par contre, euh, pour l'aspect Coupe du Monde, c'est pas le cas parce que il pourrait y avoir des. Enfin, en tout cas, voilà, parce qu'il y a eu un accord qui a été passé entre effectivement les différentes fédérations et que bah voilà, c'est pas possible, ils sont pas pleinement membres de la FIFA parce que Mhm. bah, les territoires sont pas pleinement autonomes pour le cas de la France, mais par contre, tu as des territoires qui ont une autonomie qui sont plus grandes, je pense à Curaçao ou à Aruba par rapport aux Pays-Bas. Et s'ils se qualifient, ils pourraient, en Coupe du Monde, ils pourraient peut-être affronter les Pays-Bas. Et par contre, le seul cas qui est. Parce qu'il y a toujours des contre-exemples, c'est le cas de Tahiti, parce qu'ils ont fait leur demande plus tôt, et qu'une fois, ils s'étaient qualifiés en Coupe des Confédérations, qui était le tournoi avant la Coupe du Monde, maintenant qui n'existe plus. Et vu qu'ils avaient gagné la Coupe d'Océanie, bah, tu as eu un Tahiti-Brésil. Ah ouais. Alors que bah, normalement, c'était pas possible, mais du fait qu'en gros, bah, si tu te prenais avant pour adhérer, en tout cas, c'était possible. Et parfois, c'est des grands jeux diplomatiques parce que Gibraltar, ils ont mis 2-3 fois avant d'adhérer finalement à l'UEFA et la FIFA parce que l'Espagne ne voulait pas. Et pour le Kosovo, c'était pareil, ils ont adhéré à l'UEFA et à la FIFA parce que l'UEFA, tu as eu un vote très complexe pour savoir qui allait le reconnaître ou pas, quoi. Si vous avez des questions à Kevin, vu qu'il reste à peu près 10 minutes, Ah, ok, d'accord. mais déjà ça passe vite, hein. Bah oui, c'est ça. C'est les 10 dernières minutes. Euh, pour parler du boycott, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un boycott de cette Coupe du Monde? J'ai regardé l'audience hier du Hmm, match. C'était 14,3 millions avec un pic à 17 millions. hmm, Mais entre contreparties, je suis allé sur les champs hier. mhm. J'étais tout seul. Ouais, bah après, Zéro c'est. mètre, j'ai dû compter 20 supporters de l'équipe Ah de ouais. France pour 70 quarts de CRS. Ah oui. Bah après voilà, ce qu'il il s'est demandé comment, enfin il savait pas comment ça allait être parce que finalement, Hmm. une Coupe du Monde en hiver c'est la première. Après je pense que ça a dû pas mal jouer. Après les audiences ont été importantes. Après je crois qu'il y a un nouveau système de comptage qui fait que c'est pas que les audiences télé, mais maintenant tu comptes aussi si tu le regardes par portable ou ordinateur, etc. Donc ça a dû jouer. Mais après maintenant au niveau de la France, je pense que bah, la Coupe du Monde c'est quand même une belle compétition. En plus si la France gagne, ça peut donner une Hmm. fenêtre de respiration aussi aux Français quand on leur parle de sobriété énergétique, d'hiver rude, etc. Et puis que finalement, ouais, cette question du boycott, ouais, enfin, on voit que le boycott n'a pas lieu, en tout cas en France. Après, cette question du boycott, c'est toujours la problématique, c'est que ce qui ressort dans les différentes critiques par rapport au boycott, c'est que ça intervient trop tard. Mais la Hmm. question, c'est quand est-ce que finalement tu t'intéresses aux conditions d'organisation. Si tu t'intéresses pas, voilà, si tu t'intéresses 2 ans avant, c'est trop tard. Si tu t'intéresses pas Deux au jours tout avant. début, c'est trop tôt. Donc, faut toujours essayer de voir dans quel cadre tu peux améliorer les conditions d'organisation. Par contre, le problème, c'est que, bah, on l'a vu là durant la Coupe du Monde, même au niveau des fédérations européennes, elles ne se sont pas unies pour porter la question des droits LGBT. Tu as eu que l'Allemagne qui s'est vraiment mise en avant. Avec le brassard One Love. Ouais, c'est ça. Et alors, Qui a un peu floppé d'ailleurs avec bah, qui a un peu Jonas. flopé parce qu'après, il n'y avait pas un rapport de force suffisamment important vis-à-vis de la FIFA. L'Allemagne, ils n'ont pas trop poussé, je pense aussi, parce qu'après, on le voit 2 jours après, signe un contrat de gaz naturel Mm. liquéfié avec le Qatar. Donc il y a aussi la réelle politique qui intervient. Et puis effectivement, le fait est aussi que bah, cette Coupe du Monde a été très critiquée au niveau des pays occidentaux. Par contre, pour ce qui est de l'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique, les reportages montrent que bah, cette Coupe du Monde est plutôt bien considérée parce que ces enjeux de droits humains ou Mm. écologiques, c'est pas ce qui les intéresse. Donc en tout cas, bah, si ces enjeux-là sont importants pour les fédérations qui sont plus historiques, entre guillemets, européennes et occidentales, bah, faudra qu'ils discutent en tout cas avec les autres fédérations parce que sinon ça va faire confrontation de modèles. Et parfois le discours peut finalement faire un peu donneur de leçons, et c'est parfois ce qu'on peut reprocher aux pays occidentaux du fait de l'histoire complexe qu'il y a avec les différents pays émergents, quoi. Et justement, en parlant du Qatar, on sait que le Qatar, je crois, selon mes notes, c'est le deuxième pays dans lequel le Qatar a le plus investi après l'Allemagne. Pour Euh, la France? ouais, la France est le deuxième pays. Ok. Alors, c'est un article que j'ai trouvé Je croyais qu'il y avait le Royaume-Uni aussi, mais selon ça une doit être. étude publiée mercredi, donc en 2019, par le Cercle économique franco-qatari Cadran avec HEC. Ok. Sur un total de 7,1 milliards sont investis dans l'immobilier pour un total de 25,3 milliards. Ouais. Ah bah après, de toute façon, il y a des connexions entre le Qatar et la France. De toute façon, enfin, on est partenaire du Qatar depuis 95 avec un accord de défense avec le Qatar. Mm. Et Et depuis. plus
gros 2011 avec Ouais, et plus gros PSG. 2011 avec PSG, et puis après avec la vente de Rafale, effectivement, même si les rapports sont peut-être moins frais que à la période Sarkozy ou la période Hollande, il y a toujours des liens importants entre Hmm. la France et le Qatar, et puis effectivement avec cette question de la crise énergétique au niveau de l'Europe, bah, les rapports avec le Qatar doivent être plutôt bons, et effectivement, si les pays veulent vraiment faire pousser ces questions, en tout cas pour les faire avancer, bah faut les mettre effectivement sur la table lorsque tu négocies des contrats. Mais si c'est pas le cas, bah du coup après, enfin, faut pas avoir Hmm. des positions pour dire que les sportifs doivent le faire. Donc c'est pour ça que la position de Macron a été très critiquée. Mais je pense que diplomatiquement, il pouvait pas dire autre chose, quoi. Non, on a le cul entre les deux chaises. Bah c'est ça. Mais même après, voilà, est-ce qu'il a... Parce que s'il le dit au Qatar, il doit le dire à d'autres pays. Hmm. Donc, et on a des enjeux économiques avec d'autres pays. Donc, c'est pas une question effectivement facile. Mais la meilleure manière de l'aborder, c'est plus de l'aborder pas seulement au prisme d'un pays, parce que la Coupe du Monde du Qatar, enfin, on savait qu'elle allait avoir lieu, on savait qu'elle avait été faite dans des conditions Hmm. déplorables. Mais c'est plus pour l'après et pour d'autres conditions d'organisation qui ne sont pas forcément propres qu'aux pays émergents ou qui n'ont pas de tradition d'organisation sportive. Ça peut être aussi le cas pour la prochaine Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada. Mais ce sera aussi compliqué pour la France de la critiquer parce que bah, du fait de notre partnership avec les États-Unis, quoi. Et hier, justement, en redescendant les Champs-Élysées, j'étais, Ouais, je sais pas si tu vois la place Franklin ouais, Roosevelt, ok, etc. Il y a, tu sais, les statues, enfin les fontaines, ouais, etc. Et en marchant, j'ai vu qu'il y avait un petit écriteau, je suis allé voir. ok. Et en fait, il y avait marqué financé par le Ah Qatar, oui, Marseille, enfin Dassault, parce que Dassault habitait là, ouais, ok, etc. Et effectivement, et j'ai vu qu'il y a le Qatar qui a racheté plusieurs immeubles sur les ouais, Champs-Élysées aussi. Donc il y a tout cet investissement ouais. immobilier du Qatar qui rachète pas mal de choses en France. Oui, et puis ouais, il y a ce côté rachat, mais je crois qu'il y a aussi ce côté, bon, c'est pas pour faire la promotion du Qatar, mais dans ce que j'avais lu, c'était qu'ils avaient aussi pas mal, comment dire, je veux dire mis à jour, mais c'est pas mis à jour. Ils avaient réhabilité Rénové, ouais. rénové des hôtels luxueux, etc. Bon, après, effectivement, aussi, ils ont des participations dans pas mal d'entreprises françaises et ils ont aussi beaucoup investi. Mais il y a ce côté, voilà, c'est pas non plus tout noir, même si il faut Hmm. aussi enfin, dénoncer quand il y a des investissements qui sont faits et que c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que la position de la ville de Paris était mal passée vis-à-vis du Qatar ou même au niveau de Hmm. l'opinion publique. Parce qu'on dit, bon, bah, le Qatar a quand même pas mal apporté finalement à Paris et surtout au PSG qui permet aussi d'une certaine manière de faire briller le Qatar mais aussi de faire briller la ville de Paris. Donc Hmm. là-dessus, voilà, faire des critiques que maintenant, fallait peut-être les faire avant et essayer de faire avancer les choses, pas de manière frontale, parce que bah, le pays il va pas forcément apprécier quand tu l'abordes de manière frontale. Tu m'étonnes. Donc il faut plus essayer de faire évoluer les choses pour que ça évolue. Et on le voit que c'est très compliqué parce que le système de la kafala, le système de mise sous tutelle des travailleurs étrangers au Qatar, je crois qu'ils voulaient l'abolir le Qatar en 2018. Il y a même des tribunaux qui ont été mis en place pour des différents litiges et qu'aujourd'hui c'est pas encore réglé parce que bah, culturellement et au niveau de la législation c'est compliqué pour Hmm. qu'il y ait ce changement en place et que enfin, même si ça change le Qatar, bah, après la Coupe du Monde, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ces pratiques, en tout cas ça touche tout le Golfe Persique. Est-ce que finalement, bah, ce ne sera pas le fait d'avoir finalement ces compétitions sportives internationales que veut finalement ces pays pour avoir une meilleure image qui vont finalement permettre de faire avancer ces choses. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces compétitions qui vont s'organiser, de plus en plus, il va y avoir toutes ces critiques et ces dérives de l'industrie du sport-spectacle qui vont être mises en avant, quoi. Et justement, là, on arrive à la fin, il est 13h28. Ok. Ton bouquin est préfacé par Romain Molina. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du personnage de Romain Molina? Parce qu'on sait que c'est un personnage qui est extrêmement clivant. Hmm. Il y a ceux qui l'adorent, qui le Ouais. considèrent comme un génie, etc., Ouais. journalistique. D'autres qui disent que c'est un escroc. Ah oui, Ah d'accord. oui, bah, il y en a, ils disent c'est Romain Féclina, Ah oui. il sort jamais de nom, etc. Enfin, Ah c'est oui. des accusations qu'on porte contre lui. On sait qu'il a été mis en cause dans un article du Parisien Hmm. il y a pas Ah longtemps oui. sur l'affaire Ouais. Katoto Hmm. Amraoui. Il a annoncé qu'il portait plainte contre, je Ouais. crois, le journaliste qui a écrit l'article. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Romain? Bah, c'est un personnage effectivement qui est compliqué à cerner parce que il a ce côté un peu franc-tireur de journaliste où effectivement il a des infos et dès qu'il les a, il les sort. Après, moi, enfin, si je demandais qui la préface, c'est parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait en termes de vidéos ou même en termes de reportages Hmm. sur les sélections qu'on connaissait peu, Hmm. genre Pakistan, Yémen, etc. Il avait sorti un livre, The Beautiful Game, qui en parlait très bien aussi. Après, sur l'aspect journalistique, c'est vrai que ce côté que certaines critiques par rapport aux fake news qui peuvent être effectivement dites contre lui, c'est que oui, parfois il fait un tweet et on a l'impression qu'il va sortir un gros dossier, notamment sur le cas d'affaires pédocriminelles par rapport à À la la FFF. FFF, ouais. Mais après,
finalement les différents reportages ou enquêtes en tout cas avaient déjà été révélés. Après, par contre, je pense qu'il a raison de porter ces différents sujets sur le devant de la scène, mais que effectivement parfois avec ces tweets ou en essayant de donner quand même de l'importance à ces informations, ça peut créer des déceptions, mais c'est aussi son mode de communication qui peut effectivement être critiqué parce que voilà, c'est comme ça que il voit la profession de journaliste. Mais en tout cas, enfin, là-dessus, pour d'autres enquêtes, en tout cas, notamment à Haïti, on peut le Mm. reconnaître effectivement qu'en plus il s'est associé au Guardian, enfin qu'il a une vraie légitimité. Donc après, le traité d'escroc, je pense que ça va un peu loin. Par contre, c'est vrai qu'après, parfois, au niveau des annonces qu'il peut faire, etc., et de ce qu'on a après derrière, ça peut être effectivement plus compliqué à mettre en perspective. Mais bon, après, les affaires sur lesquelles il travaille, Mm. c'est des affaires très compliquées où il y a des jeux de pouvoir et que on le voit avec la FFF, Noël Le Graët. Si la France gagne la Coupe du Monde, ce que j'espère, hein, mais après peut-être que Noël Le Graët il va se dire ah bah tout va bien donc du coup je Ouais, reste, alors tout que va bien, la marquise. il y a des grands, je pense qu'il y a des gros problèmes structurels au niveau de la FFF quoi. Tiens, on a Max Hugo il fait un boulot utile, mais son petit côté complotiste doit rendre méfiant au sujet Ah de... ah oui effectivement le côté Bah, il y a un raid des il y a des réseaux. réseaux partout ouais. Bah moi c'est ce qui m'avait un petit peu, j'avais pas lu en entier son livre La Mano Negra parce que c'était pas forcément complotiste mais je voyais, enfin il voyait un peu du noir partout Mm. quoi. Et moi ce que j'aime bien c'est aussi quand il parle de belles histoires et Ouais. ça je trouve qu'il le perd un peu à être effectivement après bon, il est très investi dans ces affaires-là donc c'est peut-être pour ça qu'il y met du cœur et effectivement il a des témoignages humains qui doivent beaucoup Ouais. l'impacter. Mais c'est vrai que ouais, il a parfois ce côté effectivement où tu peux effectivement voir que du noir quoi, alors que ça peut apporter des belles histoires et il en parle très bien dans ses différents ouvrages où il le met en avant quoi. Et comment t'expliques que son gros paquet sur la FFF, on rappelle qu'un journaliste espagnol avait Ouais. tweeté quelques jours avant la sortie de l'enquête, Mm. cet homme va révolutionner l'histoire Ouais. journalistique, etc. Comment t'expliques que ce papier qui est FFF, qui concerne quand même la France, est sorti, je crois, dans un média Norvégien? norvégien? Ouais. Comment t'expliques? Et que ça a eu relativement peu d'écho en France. Comment tu l'expliques selon toi? Ça après, après je pense qu'il y a toujours des liens entre les médias français, surtout sportifs, parce que tu as quand même peu de diversité dans les médias sportifs, même si tu as eu l'émergence de SoFoot ou d'autres. Hmm. Mais ouais, je pense qu'après c'est peut-être un peu encore cadenassé. Mais après, je sais pas, effectivement, le média norvégien, effectivement, c'était un peu particulier. C'est peut-être pour ça aussi que ça donnait moins de caisses de résonance en France, Hmm. parce que c'était plus compliqué peut-être à cerner. Mais oui, je pense qu'il y a, voilà, comme on en parlait effectivement des jeux de lutte d'influence, je pense que le lien parfois entre médias et politique, ou en tout cas entre organes institutionnels importants, ça a toujours été et ça l'est encore, quoi. Eh bah, merci beaucoup, Bah, Kevin. merci à Si ça toi, tenait qu'à moi, on discuterait encore pendant des heures c'est de ça. foot parce que c'est un sujet qui est tellement riche, tellement Ouais, passionnant, qui est l'un des plus vieux sports c'est ça. encore Qui en touche, qui activité, qui touche, touche tout le qui monde. touche le monde. Donc, merci beaucoup d'être venu. Bah, de rien. C'était passionnant et on te reçoit quand tu veux Et bah, carrément, dans un bah. apérocratie ou dans une autre Ah oui, émission. à Pyrocratie, on avait discuté avec Victoria pour voir, Mais tu mais seras le bienvenu quand même. ok, On devait faire normalement de base le jour du premier match, ça tombait le jour d'un apérocratie, on ouais, devait t'inviter oui, et inviter Carl Olive oui, pour discuter de ça. Malheureusement, bah, ça n'a pas pu se faire parce ouais, qu'on était au Salon des maires et les emplois du temps ensuite ne ouais, collaient pas. c'est ça. Mais merci beaucoup d'être venu. Bah, Merci à toutes merci. les personnes qui sont venues pour t'écouter. Nous, on se quitte pas, hein, on se fait une petite pause de 5-6 minutes le temps que je raccompagne Kevin et on continue après. On va parler du duel Ah oui, effectivement. Ciotti-Rotaillot qui va arriver. Une courtise Pradier d'ailleurs, c'est ça? C'est ça, bah Pradier va être l'élément déclencheur, enfin, qui va Ouais, tout gérer, vu qu'avec 22%, il peut faire ou défaire une élection. c'est ça. Et après, on va parler d'autres informations en vrac sur les. Et on va peut-être regarder aussi le docu de Mohamed Bouafsi et Dimitri Ah, ok. Kefelec. Je sais pas si tu l'as regardé. Si. C'est les présidents et le foot. Et Dimitri Kefelec, je le connais vu que c'est un ancien collègue. Donc, on va Si, suivre ça je avec l'ai vu, ouais. intérêt. Ok, bah très super. Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir Merci. invité. Et puis à la prochaine, ouais, aux viewers. À tout à l'heure. On revient. Quittez pas. Faites une pause pipi. À tout à l'heure.